Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire OALIX qu'on vous propose de démarrer. On est pile à l'heure, il y a peut-être pas mal d'arrivants qui vont nous rejoindre. Donc je vous propose qu'on le démarre. Je voulais juste vous profiter de cette introduction un petit peu pour vous donner un petit peu le contexte de ce webinaire, puisqu'on échange, nous, avec beaucoup de proximité avec le constructeur Walix sur les différents thèmes qu'on pouvait adresser avec vous, et on l'a fait en recensant un petit peu vos attentes. Et assez rapidement, on s'est attaché à une session durant laquelle on voulait être assez concret en abordant le contexte d'usage des solutions de gestion des identités, les risques et dans quel cas on a besoin et pourquoi on a besoin de ces outils-là, et les méthodes de sécurisation qu'on va pouvoir vous proposer, quoi. Voilà. Donc on vous propose de mettre tous ces sujets en lumière. On est sur un format relativement court, ce qui dure une petite demi-heure, ce webinaire. On est assez nombreux. Donc merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, car la plupart d'entre vous, vous connaissez Walix, vous connaissez Euromédia, j'espère, je crois, depuis pas mal d'années. J'en profite pour faire le lien entre Walix et Euromédia, juste vous dire que Euromédia, c'est un partenaire Walix. On collabore avec, comme je le disais, beaucoup de proximité avec le constructeur. Euromédia, c'est aussi un partenaire qui est en cours de certification auprès du constructeur. C'est une démarche évidemment qui est garante de qualité. Ça veut dire que en termes d'accompagnement, d'intégration, on a toute la flotte technique pour pouvoir vous accompagner à la réussite de ces projets, mais c'est aussi, au-delà de ça, un accompagnement commercial, un accompagnement sur les aspects suivi et support, quoi. Donc voilà pour les liens, le contexte avec Euromédia. Euh, je clôture juste cette introduction pour dire que c'est une présentation, mais Valentin se présentera dans un instant, qui est réalisée par notre partenaire donc, et fabricant Walix. De notre côté, on l'organise nous, côté Euromédia, et comme je vous le disais, on est enchanté que vous soyez là. Moi, pour me présenter en un mot, je suis Régis Bouden, je travaille au sein de l'agence Sud-Ouest. Je suis accompagné dans ce webinaire de toute l'équipe Euromédia commerciale, la flotte Île-de-France avec Khalid, Johan, Florent, Christelle, et puis Sud-Ouest avec Bruno, Sandra, Hélène et moi-même, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je passe la main à Valentin avec grand plaisir pour ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Valentin Lelon, je suis l'interlocuteur commercial Walix, notamment en charge des transports, des médias et tout ce qui va être aussi des comptes type OPH et S10, donc les pompiers et les habitats. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis chez Walix et mon objectif, c'est de vous accompagner dans la mise en place du Bastion, mais pas que, hein, parce que chez Walix, on est très connu pour la partie PAM, Bastion, et sur lequel on a pas mal progressé ces dernières années, mais également, on est présent sur des solutions autour de l'IAG et de l'AIDAS. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que cette présentation, elle va durer à peu près une dizaine de minutes pour que justement je puisse aller vers l'essentiel. L'objectif, c'est que au moins vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne notre solution et savoir un peu qui on est. Alors, je vais démarrer tout de suite par du contexte, hein, parce que pour moi, c'est quand même important. Inutile, en fait, de faire un contexte global sur la cybersécurité. Il suffit simplement que vous puissiez regarder les informations en ce moment. Mais globalement, la cybercriminalité devient une économie mondiale de plus en plus importante. Aujourd'hui, elle représente environ 30 milliards de dollars par jour en 2025. Ça veut dire qu'en fait, les cybercriminels peuvent subtiliser jusqu'à cette somme par jour. Donc, ça devient considérable. Et donc, au-delà de l'aspect, on va dire, chiffre, il y a aussi un aspect autour de vos systèmes d'information, puisqu'il y a 80% des attaques qui passent de près ou de loin par les comptes à privilèges. Ça veut dire que vous avez accès à des ressources sensibles au sein de l'entreprise, vous avez des logins, des mots de passe, et un jour, potentiellement, ces logins, ces mots de passe peuvent être subtilisés et du coup permettre aux hackers d'avoir accès à votre système d'information. Donc la mise en place d'un bastion va être essentielle justement pour limiter ce risque. Alors, on va partir du principe que ce bâtiment représente votre système d'information et on va dire que ce bâtiment, c'est un hôtel. Bon, la première chose que vous faites lorsque vous arrivez à l'hôtel, c'est que on va vérifier votre identité. Ok, donc je m'appelle Valentin, j'ai accès à Cannes du 1er au 15 août, je vais donner mon passeport, la personne à l'accueil va vérifier mon identité, va authentifier que c'est bien moi, et l'objectif c'est que puis après je puisse avoir accès à l'hôtel. Le Bastion, c'est exactement la même chose. L'objectif c'est que on puisse mettre en place des solutions de MFA pour justement authentifier les personnes et qu'elles puissent avoir accès aux différents bâtiments. La deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est une caméra. La caméra qui a pour but
en premier de vérifier en fait l'ensemble des actions qui ont été faites à l'hôtel. Vous êtes allé dans la cafétéria, la piscine, le restaurant. On a vu l'ensemble de vos actions. L'objectif, c'est pas du tout de fliquer, mais c'est simplement de revenir en arrière si nécessaire. Et la caméra va permettre d'enregistrer notamment l'ensemble des sessions. Donc ça va permettre d'avoir un audit complet, de la traçabilité complète sur le bastion et de revenir facilement en arrière et d'avoir accès uniquement à ce dont vous avez le droit. Dans l'hôtel, on va vous donner une carte qui vous permet de débloquer par exemple la chambre 505 par exemple. Sur cette carte d'hôtel, il y a un login, il y a un mot de passe, mais vous ne le connaissez pas. Vous avez simplement la carte qui vous donne accès à la chambre. Le Bastion, c'est exactement pareil. On va vous donner l'accès aux différentes ressources, aux différentes sessions, sans que vous puissiez connaître aucun login, aucun mot de passe. Et pour encore plus de sécurité, on va faire une rotation automatique des mots de passe pour justement ça puisse que vous n'ayez plus aucune connaissance de ces credentials. On va mettre également un agent de sécurité. Pourquoi? Parce que vous, en tant que client, vous avez accès à la piscine, à la cafétéria, mais vous n'avez rien à faire sur le toit de l'hôtel. Vous n'avez rien à faire dans les cuisines de l'hôtel. Ce sont des zones qui sont opérables par les opérateurs de l'hôtel, par les employés. En tant que client, vous n'avez rien à faire là-bas. Et le Bastion, c'est exactement pareil. On va segmenter votre système d'information pour que on puisse donner le bon niveau de privilège à la bonne personne et au bon moment. Et du coup, vous, en tant que client, vous pourrez continuer à avoir accès à l'ensemble de l'hôtel, de la piscine, mais en restant vraiment limité à ça. Et puis là, on sort un tout petit peu du cadre de l'hôtel, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est aussi de donner un accès aux prestataires externes, donc toutes les prestataires, les tiers mainteneurs qui vont devoir se connecter sur vos différentes sessions, et on va leur donner un accès qui s'appelle l'Access Manager et qui permet justement d'avoir un accès sécurisé et d'éviter d'utiliser les logins, les mots de passe et les VPN, puisque ce sera une plateforme en DMZ. Donc vous l'avez compris, hein, chez Walix, on a quand même comme ambition de sécuriser tous les utilisateurs, salariés, fournisseurs, humains, machines. Elle ne concerne pas que les admins IT, on a tous à un moment donné des privilèges et on doit justement mettre en place un outil pour contrôler ces privilèges. Donc pour toutes les sessions, donc RDP, SSH, sur tous les actifs stratégiques de l'entreprise. Donc quand on parle d'actifs, on va parler de ressources, on va parler d'assets. Chez Walix, concrètement, on parle de VM, de serveurs, d'applicatifs réseau, de web applicatifs. On peut également maintenant, depuis peu, sécuriser des plateformes sur le web, de votre Fortinet par exemple, pour tous les terminaux de l'entreprise, donc Windows et Linux. Je passe directement à cette slide pour que justement je puisse vous montrer les différents modules chez Walix. Lorsque vous prenez un projet Bastion chez Walix, vous avez automatiquement ces trois modules, à savoir donc la gestion des sessions, la capacité à arriver sur une session et justement à travailler et d'avoir justement cette surveillance qui est faite, donc l'audit, la traçabilité, le replay des vidéos, l'enregistrement des sessions bien sûr, la prise en compte 4 yeux 4 mains. Vous avez un prestataire qui travaille sur la même ressource en même temps, vous pouvez arriver sur la ressource et faire justement de l'audit de la traçabilité. La gestion des mots de passe qui permettent de centraliser tous les logins, tous les mots de passe dans un coffre-fort au sein du Bastion et qui permettra justement d'interroger le Bastion et de vous donner directement l'accès sans que vous ayez plus aucune connaissance des logins, des mots de passe. La gestion du moins de privilèges, donc c'est mon garde sur mon ancienne slide et qui permet justement de segmenter le réseau et accorder le bon niveau de privilège à la bonne personne au bon moment et faire ce qu'on appelle aussi de l'élévation de privilèges. Je n'ai pas accès à telle ressource pour telle ou telle donnée, je peux passer par un workflow qui me permet justement d'y accéder. Et les deux modules complémentaires, mais qui nous paraissent essentiels chez Walix, c'est du coup la gestion des accès distants, notre Access Manager, qui est en fait une console web d'admin en lien HTTPS et qui permet justement aux prestataires de se connecter. Et le MFA, qui dit contrôle de l'accès, dit contrôle de l'identité. Pour nous également, c'est essentiel. Donc là, moi, je vous ai vraiment parlé de toute la partie, ce qu'on appelle PAM, hein, Privilege Access Management, donc le Bastion, clairement. Sachez que notre solution Bastion, elle est disponible en full on-premise, en hybride ou en SaaS. C'est-à-dire que nous, on s'adapte complètement à votre système d'information et on est en capacité d'être là pour vous aider ou justement, si vous pensez que le Bastion est beaucoup trop critique, on vous le laisse bien sûr sous la gestion. Il y a deux autres produits chez Walix qui sont la partie Walix IDaaS et Walix IAG. Walix IDaaS, ça va être toute la partie MFA SSO et ce qu'on appelle l'Enterprise Vault, c'est un coffre-fort personnel. Et l'IAG, c'est une solution de contrôle des identités
gestion des identités, pardon, excusez-moi, et qui permet justement de comprendre et de voir le cycle de vie des identités. Lorsque vous avez un employé qui quitte, par exemple, YX, nous, on va directement révoquer l'ensemble de ces identités pour éviter que cet employé, par exemple, puisse revenir dans le système d'information avec des anciens droits. C'est quand même plus important. Alors, je vous ai parlé beaucoup de la solution. J'y reviendrai juste après, bien sûr. Mais je vais aussi vous dire un peu qui on est. Walix, on est le leader français et européen de cybersécurité spécialisé dans la gestion des accès et des identités. En clair, on met en place le Bastion et c'est pour ça qu'on est très connu. On existe depuis 2003. On fait environ plus de 30% de croissance par an depuis cette date-là, en moyenne. Et ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est nos clients. On a plus de 3000 clients un peu partout dans le monde, principalement en France quand même, beaucoup dans le secteur public, mais 3000 clients de différents types de secteurs d'activité. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'être assez visible par rapport à pas mal d'avoir pas mal de références justement à vous proposer. Et ce qui fait également la différence, c'est ça, c'est qu'on est certifié autour de l'ANSSI. On répond à vos besoins de conformité sur le NIS2, sur le DORA, sur beaucoup de conformités spécifiques à vos milieux. On est en capacité de pouvoir vous aider. Et puis aussi, hein, ce qui fait qu'on est un acteur mondial, c'est qu'on est présent au Gartner en tant que leader et visionnaire et le Kubernicol en tant que leader. Je vous parle rapidement de nos employés. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on est 250 aujourd'hui en France. Il y a un tiers de ces employés qui sont basés sur la R&D, enfin qui sont sur la partie recherche et développement, donc qui apportent régulièrement des nouvelles fonctionnalités sur le Bastion, et un quart de ces employés qui sont sur le support natif français basé à Paris et à Rennes, et qui permet justement d'avoir du 24/7 en français, puisque nous avons également des entités au Canada et au Vietnam. Ce qui fait aussi la différence avec Walix, c'est qu'on est très connu sur la partie IT, hein, bien sûr, mais qu'en est-il de vos équipements industriels? Qu'en est-il des grues? Qu'en est-il des tris des bagages dans les aéroports? Qu'en est-il de les containers sur les bateaux? Nous, on est en capacité aussi de sécuriser ces équipements outils. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter. Alors, je reviens rapidement là-dessus, mais notre présence dans le monde, juste pour vous dire effectivement qu'on a une présence au Canada, une grande présence en Europe et également, ici, le Vietnam, qui permet justement d'avoir le Follow the Sun en français, je le répète, et natif. Et puis, effectivement, nous, ce qui est intéressant, c'est les clients. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de références. Mais comme je vous le disais, on est présent sur tout type de clients, de toute taille, de toute société. Alors, ce sont des slides qui résument rapidement notre modèle de licence. Tout ça pour vous dire qu'on peut vous proposer de la souscription, des licences perpétuelles, donc qui impactent votre budget CAPEX, ou du SaaS. Mais globalement, je ne resterai pas forcément en détail là-dessus. L'objectif, c'est que vous puissiez directement nous contacter si vous avez un besoin. Alors, je ne sais pas si Marc a pu se connecter et va pouvoir commencer la démo. Et Je t'ai Marc, connecté, Valentin, t'inquiète pas. et ben voilà. Mais je te laisse terminer ce slide. Tu débrouilles Et très ben bien, c'est donc je te laisse parfait. terminer ce slide. Eh ben, je te remercie. Du coup, voici l'architecture au niveau du bastion. Je vais prendre une dernière minute pour vous expliquer si je reste encore dans le timing, mais je pense que ça devrait le faire. Concrètement, nous, on distingue deux types d'utilisateurs. On distingue les utilisateurs externes des utilisateurs internes. Les utilisateurs internes, vous avez trois types de profils: l'utilisateur, l'auditeur et l'administrateur. Le but, c'est que les utilisateurs puissent se connecter à l'IP du bastion. L'IP du bastion va les renvoyer sur les différentes ressources sur lesquelles ils ont droit et le bastion va automatiquement les connecter. À partir du moment où ils se connectent, vous avez l'audit, la traçabilité, vous avez l'enregistrement des sessions, vous avez pas mal d'éléments. L'auditeur va lui avoir des onglets Ondit qui permettent justement de pouvoir revoir l'ensemble des sessions et d'intégrer l'ensemble des métadonnées dans un SIEM. Et l'administrateur va permettre de jouer sur les groupes d'utilisateurs, les groupes de ressources, définir les règles. Et vous avez effectivement l'utilisateur externe, donc c'est votre tiers mainteneur, votre prestataire, qui passera du coup par l'Access Manager. L'Access Manager n'a aucune intelligence, elle ne fait que discuter sur le bastion, mais ça permet d'éviter le VPN login mot de passe pour que votre prestataire puisse directement se connecter sur les ressources. Je vais m'arrêter là, Marc, je te laisse la suite. Ouais, tout à fait. Merci, Valentin. Alors, hop, j'ai partagé mon écran. Donc, normalement, si Teams fonctionne correctement aujourd'hui, vous devez voir mon écran. Est-ce bien le cas? Ok, super. Donc, alors,
comme l'a évoqué Valentin, nous avons beaucoup de cas d'usage. Nous n'avons pas le temps matériel de tous vous les présenter. Je vais donc me focaliser dans un premier temps sur le cas d'usage principal, mais pas unique, que nous rencontrons chez nos clients, qui sont les problématiques d'accès externe. Donc accès prestataire, accès contracteur, ou éventuellement même des gens de votre équipe qui se connecteraient à distance. Donc, on va supposer dans un premier temps que je suis un prestataire, je vais me connecter à un système d'information, donc au vôtre. Comment cela se passerait-il? Dans un premier temps, moi, prestataire, je vais me connecter sur notre portail d'accès web. Donc, c'est ce qui s'appelait Access Manager sur le schéma. Et donc, j'ai m'authentifié dessus. Donc là, je fais une authentification, login, mot de passe. Alors, j'attends quelqu'un au bruit de fond. Je fais une authentification, login, mot de passe, tout simplement parce que c'est un environnement de démonstration. Dans la vraie vie, nous vous préconisons d'effectuer du MFA au niveau de notre portail d'accès web. Voilà, donc on peut se connecter soit à des plateformes existantes de MFA chez vous, on peut se connecter par exemple à de l'Entra-ID ou des solutions de ce style. Si vous n'avez pas de MFA déjà préinstallé ou si vous ne souhaitez pas utiliser celui que vous avez déjà, nous avons nous-mêmes notre propre solution de MFA qui est plutôt pas mal d'ailleurs, soit dit en passant. Ok, donc là, en tant qu'utilisateur Marc Balesco, je vois les ressources auxquelles j'ai le droit de me connecter. Donc typiquement ici, par exemple, j'ai le droit de me connecter à une ressource Linux. Tiens, je vais me connecter sur le compte Linux de cette machine Ubuntu. Je clique dessus, je vais faire du shell. Et dans quelques secondes, voilà, c'est fait, ça marche trop bien. Je suis connecté sur le compte Linux admin de cette machine Ubuntu. Voilà. Point intéressant, moi, en tant que prestataire, je n'ai pas connaissance des crédentiels de ce compte Linux admin. Donc, je n'ai pas connaissance du mot de passe ou de la clé SSH de ce compte. Puis après, je suis connecté dessus, je peux faire des opérations, etc., etc., etc. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, revenons sur le mot de passe de ce compte Linux admin. Supposons que je vais changer ce mot de passe. Passe WD. Voilà. La commande passe WD a été blacklistée. Donc voilà, donc j'ai droit à 3 essais avant coupure de la session. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un accès Linux. On peut également se connecter sur des sources Windows. Tiens, je vais me connecter sur le compte Walix de cette machine Windows 2016. Même chose, clique dessus. Alors, notre produit fait l'enregistrement, comme Valentin vous l'a expliqué. Donc là, moi, utilisateur, je suis prévenu que l'enregistrement est présent. Donc là, mon compte est activé en anglais pour des raisons évidentes parce que c'est un environnement de test. Dans la vraie vie, ça peut être paramétré en français ou dans d'autres langues si vous le souhaitez. Et voilà, ça y est, je suis connecté sur le compte Walix de cette machine cible. Et puis, c'est tout. Donc, côté utilisateur, c'est transparent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un notepad. On va dire taper quoi? Bonjour Euromédia. Hop, excusez-moi. Voilà, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va revenir sur notre connexion Linux qui est ici. Et on va regarder quelle est l'adresse IP de ce serveur Linux, ifconfig. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, son adresse IP, c'est 192.168.10.3. Très bien. Revenons sur notre section Windows ici. Et on va essayer de faire quelque chose qui est proscrit par toutes les bonnes pratiques de sécurité, qui est de faire un rebond. Donc, je vais prendre mon outil qui est là. Et on va taper l'IP du serveur Linux à côté. 192.168.10.3. Allons-y. Voilà. Ce que vous venez de voir, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est très apprécié par nos clients. C'est la possibilité de pouvoir contrôler, voire bloquer les rebonds. Alors, techniquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Putty s'est lancé sur le serveur Windows cible, a tenté d'ouvrir un flux réseau vers la machine Linux à côté. Le Bastion a détecté cette ouverture de flux latéral, ce rebond, si vous préférez, a vérifié si ce rebond était autorisé. Ce rebond n'était pas autorisé, donc le rebond a été coupé. Et le process qui a tenté d'ouvrir ce rebond, ici Putty, ce process a lui-même été bloqué. Donc ce qui a été entre guillemets blacklisté, ce n'est pas Putty, c'est le process tentant d'ouvrir un flux de rebond interdit. Donc voilà, donc ça c'est très populaire comme je l'ai évoqué, parce que ça répond à une problématique qu'on voit trop souvent chez les gens qu'on rencontre, qui est la problématique de l'open bar. J'autorise un prestataire à se connecter à mon système d'information, mais qu'est-ce qui me dit qu'il va rester sur la machine que je lui ai autorisée en termes d'accès? Pas grand-chose. Si ce n'est que nous, on permet de faire ce genre de choses. Pour la petite histoire, on peut également bloquer des process. Donc typiquement ici, je vais lancer le clavier visuel, OSK. Voilà, vous voyez, le process osk.exe a été interrompu. Idem, le process s'est lancé. Le Bastion a été informé du lancement de ce process. Est-ce que ce process est blacklisté? Oui, ce process est blacklisté. Eh bien, il a été interrompu. Donc là, j'ai bloqué OSK. On pourrait bloquer Task Manager, on pourrait bloquer Regedit, etc., etc. Voilà, donc côté utilisateur, vous voyez, c'est ultra simple. Je me connecte sur un portail web et je me connecte à des cibles, par exemple ici RDP, à des cibles SSH, mais comme l'a évoqué Valentin, on peut également se connecter à des applicatifs. Donc par exemple ici, comme applicatif, j'ai une application d'accès à une base de données. Donc en fait, c'est une base MySQL qui est accessible par un client lourd qui a été SQL.
Cliquons dessus. Oui, j'accepte. Et dans quelques secondes, je vais être connecté non pas à un bureau Windows ou à une GUI SSH, mais je suis connecté directement à mon application. Voilà. Et si je bouge la souris, on voit que je n'ai accès qu'à l'application. Je n'ai pas accès à toute la couche Windows sous-jacente. Donc voilà, donc l'intérêt, bien sûr, c'est vous souhaitez autoriser un prestataire à se connecter à une appli métier chez vous, vous pouvez le faire sans qu'il ait accès à la couche OS sous-jacente, ce qui est quand même mieux. Point intéressant, si je reviens ici, je vais devoir me connecter au compte route de cette application. Eh bien, à aucun moment, je n'ai fourni les crédentiels de ce compte route. Au même titre qu'à aucun moment, je n'ai fourni les crédentiels du compte Walix. À aucun moment, je n'ai fourni les crédentiels du compte Linux admin de la machine SSH. Voilà. Donc, vos prestataires n'auront plus à connaître les mots de passe, ce qui élimine des risques de fuite de mots de passe, bien évidemment. Voilà. On pourrait se connecter également à des applications web. Typiquement ici, tu as une console Fortinet, cliquons dessus. Là, on va laisser le temps que tout ce petit monde se connecte. Alors ça, c'est une console Fortinet qui est en mode SaaS, donc c'est un site de démo Fortinet basé aux États-Unis. Donc j'espère tout simplement que nos amis américains ne sont pas en train de prendre toute la bande passante sur le site de démo Fortinet. Non, c'est bon. Voilà, les crédentiels de ce site de démo sont fournis par notre solution. Donc c'est stocké dans le coffre-fort Walix. Oui, je vais être connecté en login read-only. Et dans quelques secondes, je vais être connecté à une console Fortinet. Voilà. Dashboard, network, etc. Voilà. Donc c'est pour ceux d'entre vous qui ont du Fortinet, vous reconnaissez, mais ça serait notre console, du Stormshield, du Palo, du Sophos, du Checkpoint, ça serait exactement le même principe. Point intéressant, ici, moi en tant qu'utilisateur, je n'ai pas connaissance des crédentiels de cette console Firewall. Voilà. Donc côté utilisateur, accès externe, on met à disposition un portail d'accès web, et via ce portail d'accès web, les utilisateurs externes pourront se connecter à des applis web, à des applications client-serveur, à des applications à du monde Windows, à du monde Linux, et ainsi de suite, de façon extraordinairement simple. Maintenant, ce que je vous propose, on va aller de l'autre côté de la barrière. Donc côté sécurité. Qu'est-ce qu'on récupère comme information? Alors tout d'abord, on a la possibilité, session courante, de voir qui est connecté à quoi. Donc les 4 sessions qui ont été établies par l'utilisateur Mbalasco, ici, je les vois. Donc je vois début, fin de la session, etc. etc. Et j'ai la capacité de pouvoir visualiser ce qui se passe dans les sessions. Je vois ce qui se passe dans la session Windows, je clique sur la loupe, et voilà, je vois la session Windows. Même chose pour la session SSH et toutes les autres sessions. Donc l'idée pour nous, comme l'a évoqué Valentin, n'est pas de fliquer, bien sûr, les personnes qui se connectent, mais c'est plutôt, vous avez quelqu'un qui est connecté à une application sensible chez vous, une application RH, une application de gestion de factures, de facturation, etc. Eh bien, vous pouvez vérifier ce que fait le prestataire en temps réel lorsqu'il est connecté. Vous avez la capacité de pouvoir déconnecter, bien sûr, si ce qui se passe ne vous convient pas. C'est ce que je vais faire. J'accepte. Et voilà, donc toutes les sessions, je viens de les tuer. Donc si je remonte dans les onglets aussi, voilà. Vous voyez toutes les sessions qui ont été tuées sauvagement. Ensuite, qu'est-ce qu'on récupère comme information? Donc là, je suis dans l'historique des sessions, je vois le qui s'est connecté à quoi. Donc Zator Mbasco connecté aux différentes cibles, heure de début, heure de fin, etc. Taille des enregistrements. Et ensuite, si je clique sur la loupe, je vais pouvoir voir ce qui s'est passé. Cliquons sur la petite loupe pour la session SSH. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà, donc là, vous avez un micro-résumé de la session. Là, vous avez la transcription de la session, avec toutes les commandes tapées. Vous voyez ici la commande passe WD qui a été bloquée, et ainsi de suite. Et en dessous, ici, vous voyez ce qu'on appelle, nous, les métadonnées de session. Pour nous, les métadonnées de session, ce sont les informations les plus pertinentes sur ce qui s'est passé. Ces métadonnées de session, 1, vous les voyez ici. 2, si vous avez un équipement de traitement de log de type SOC, SIEM ou un simple syslog, eh bien, vous pouvez tout à fait envoyer ces métadonnées vers cet outil de traitement de log. Pour faire, même si vous le souhaitez, du traitement temps réel, etc. Donc ça, c'est pour la partie SSH. Pour la partie Windows, alors on va revenir à la taille d'écran normale. Ici, je clique dessus. Alors là, vous voyez le bastion qui est en train de travailler un petit peu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de générer des fichiers vidéo. Donc il y a un point qui est très important chez nous, Walix. Nous n'enregistrons pas au format vidéo. Voilà, c'est dit. Nous ne générons des vidéos que s'il est nécessaire d'auditer une session. Alors qu'est-ce qu'on récupère comme information? Pour moi et pour nous, Walix, ce qui est le plus intéressant, c'est ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, ce sont les métadonnées de session. Alors qu'est-ce qu'on récupère comme métadonnées? On récupère tout plein de choses. Enfin, on récupère tout en fait. Les échanges initiaux de certificats, tous les ouvertures de canaux dynamiques RDP, tous les process qui se lancent, les process qui s'arrêtent. Ici, on récupère le groupe Membership Active Directory, etc., etc., etc. Donc, on va extraordinairement loin sur ce qu'on récupère.
Donc typiquement ici, vous voyez un retour écran Notepad. Vous voyez ici que j'ai tapé au clavier qu'il y avait d'input, bonjour Euromédia, et ainsi de suite. On voit ici qu'il y a un retour écran Putty Configuration. On voit ici que j'ai tapé au clavier 192.168.10.3. J'essaie un tout petit peu, et on voit ici Outbound Connection Blocked. Vous vous rappelez le rebond qui a été bloqué? Avec ici la règle de blocage, soit dit en passant. Et le coupable, c'est Putty. Putty qu'on voit en completed process juste en dessous, ici. Voilà. Ensuite, si je veux voir graphiquement à quoi ça ressemble, cliquons dessus, ici, là, Putty Configuration. Et voilà, hop, plein écran. Je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Et là, on voit le retour écran de ce qui s'est passé. Voilà, l'utilisateur tape 192.168.10.3. Voilà, c'est bloqué, etc. Ici, vous avez un petit redatage de heure et de jour, etc. Donc, c'est très intéressant. On sait exactement ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, nos clients utilisent d'abord et avant tout les métadonnées. Parce que traiter du texte, c'est beaucoup plus facile que de traiter de la vidéo. Ou pour faire une analogie avec la vraie vie, imaginez un film au cinéma. La vidéo, c'est le film au cinéma. Pour savoir ce qui s'est passé, il faut rester tout le temps de la séance, donc il faut rester pendant 2h30 au cinéma. Les métadonnées que vous voyez ici, c'est le storyboard du film. Alors, vous n'avez pas les effets spéciaux, encore que, mais en 5 minutes, vous connaissez toute l'histoire. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là sur le côté, il y a des numéros d'index, 3, 4, 5, etc. En fait, vous les voyez retrouver ici aussi. Ce qui veut dire que vous pouvez naviguer soit par les métadonnées, vous pouvez également naviguer par la timeline que vous voyez ici. Voilà, tiens, je vois ici que c'est du Putty, cliquons dessus, et hop, je vais directement sur la partie écran qui va bien. Voilà, tout simplement. Comme pour la partie SSH, ces métadonnées que vous voyez ici peuvent également être envoyées vers un SOC, un SIEM ou un syslog, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est toute la partie audit, vous voyez, c'est vraiment extraordinairement simple. On va continuer à aller dans la partie plomberie du produit, si on peut dire, et on va aller sur la partie qui, à mon avis, est la plus compliquée. Ce que vous voyez ici, c'est la matrice de qui a le droit de se connecter à quoi. Alors pourquoi c'est la plus compliquée? Parce que c'est pas de la technique, c'est de l'humain, savoir qui a le droit de se connecter à quoi. C'est de l'humain, et pour être très franc avec vous, c'est là où l'expertise de nos intégrateurs est la plus pertinente, parce que savoir bien faire une matrice d'autorisation, c'est pas nécessairement aisé de la faire la première fois. Donc, adressez-vous à des partenaires compétents comme Euromédia. Alors, à quoi ressemble une règle d'autorisation? Tiens, typiquement, on va regarder celle-là. Donc là, c'est ma règle d'accès Windows, avec ici un groupe utilisateur que j'ai mappé avec un groupe AD, pour la petite histoire, un groupe de cible. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, il y a marqué RDP, puis après plein de RDP underscore quelque chose, clipboard, up, down, file, etc. Pourquoi c'est important? Tout simplement, parce que RDP clipboard up, RDP down, file, RDP clipboard, etc., ça détermine si vous allez pouvoir transférer ou non, ou plus exactement si les utilisateurs pourront transférer ou non des fichiers dans le cadre de cette autorisation. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement par ce biais-là, vous allez pouvoir dire par exemple que des prestataires qui doivent se connecter sur des machines Windows mais qui n'ont pas besoin de transfert de fichiers, eh bien vous n'allez pas autoriser ces transferts de fichiers. Voilà, tout simplement. Par contre, vos utilisateurs internes qui devront se connecter vers la même machine Windows, eux par contre pourront transférer des fichiers. Voilà, l'idée sous-jacente, c'est toujours d'augmenter la sécurité et donc par ce biais-là, de pouvoir diminuer la surface d'attaque. Voilà, donc ça c'est pour la partie RDP, on va donc très loin dans les droits. En SSH, c'est la même chose, hein. On peut autoriser ou non le SCP, le SFTP, etc. Marc, je vais peut-être t'interrompre, mais il est 11h58 Ouais. et je pense qu'il faudrait qu'on ne tarde pas trop, je pense, à répondre aux questions, histoire de respecter le timing. Voilà, je pense qu'on a vu les grands. Voilà. On est très rapide, je pense qu'on a vu les principales choses. La seule chose qui existe aussi, que j'aurai pas le temps de vous montrer, c'est la partie approbation. On pourrait tout à fait lier des accès à des mécanismes d'approbation. Dire par exemple, un prestataire a le droit de se connecter à une cible, mais par contre, ce droit ne pourra s'appliquer que si quelqu'un de l'IT ou des métiers valide cette demande d'accès. Voilà, tout simplement. Maintenant, en effet, il est 11h58, donc on va passer à la partie questions-réponses. Et du coup, j'ai une question de Monsieur Geoffrey Baudet qui nous demande si la solution PAM existe sous forme d'appliance. Alors, tu veux oui. répondre? Tu peux répondre ou je peux répondre. Alors, historiquement, notre produit est disponible sous forme d'appliance, d'appliance tout court, avec au départ deux cas de figure, appliance physique, donc on se fournit sous forme de boîtier, si vous préférez. C'est également disponible sous forme d'appliance virtuelle, sachant que les appliances virtuelles sont déployables sur plein d'environnements, soit des environnements classiques on-premise, style du VMware, de l'Hyper-V, etc., ou du Nutanix. C'est également déployable sur des environnements IaaS, donc typiquement sur de l'Azure, de l'AWS, du GCP et d'autres environnements cloud publics. Et c'est également disponible, comme tu l'as évoqué dans la présentation, sous environnement SaaS. Donc vraiment, vous
pouvez déployer notre solution à peu près où vous voulez en fonction de vos contraintes. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question, c'est à quelle norme de conformité la solution PAM répond-elle? Alors là, c'est plus une question pour moi, puisque l'objectif, c'est que du patient, c'est justement de répondre aux normes du NIS2, notamment sur pas mal de structures publiques. Le NIS2 qui est du coup une norme européenne qui permet justement de sécuriser l'ensemble des structures vitales à travers des solutions de cyber dont le Bastion fait partie. On parle également beaucoup de DORA, on parle beaucoup aussi de souveraineté en ce moment. Je rappelle que Walix est un éditeur français sur lequel nous aussi on est en train d'avancer sur des solutions en termes de Secnum Cloud pour que justement on puisse proposer du SaaS Secnum Cloud. Donc voilà. Et pour vous donner un dernier point d'actualité, là, le dernier sujet qui vient d'arriver chez Walix, c'est l'arrivée de WSM, donc Web Session Manager, qui permet justement de se connecter à des ressources dans le web. Euh, Alors, en termes de alors, conformité, je rajoute tout de suite, on a également beaucoup de déploiements dans le cadre de tout ce qui est hébergement de données de santé, donc tout ce qu'on appelle la oui, norme HDS, qui est assez conséquent. On a également des clients qui nous utilisent pour des environnements, ce qu'on appelle PCI DSS, qui sont tous les environnements qui sécurisent en fait les environnements de traitement des données cartes bancaires. Données un tout petit peu sensibles, vous l'imaginez. Donc voilà, si vous faites du paiement ou si vous avez en contact avec des acteurs qui font du paiement, il y a des fortes chances qu'il y ait des bastions qui sont là pour sécuriser toute la chaîne PCI DSS. il y a Sébastien qui nous demande sur quelle solution Walix est-elle certifiée par l'ANSSI. Nous sommes certifiés sur le CSPN de l'ANSSI depuis 2016. On est en cours de recertification sur la version la plus récente du Bastion, à savoir la version 12, par le BSI, donc l'équivalent de l'ANSSI en Allemagne. Il y a une équivalence, hein, donc si on est certifié autour du BSI, on est également certifié autour de l'ANSSI. Comment se passent les migrations d'une version à une autre du Bastion, Marc? Alors, c'est une question un peu technique. Le principe classique de migration d'un bastion, c'est tout simplement d'installer une mise à jour. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de très spécifique. On a fait la seule exception, c'était donc le bastion il y a quelques années, hein, c'est pas un produit 1.0, hein, on est en version 12 comme ça a été évoqué. La seule différence, c'est quand on a fait les migrations de la version 10 à la version 12, en fait, on a changé pas mal de choses au niveau de la couche basse de nos appliances, la couche OS, pour être très clair. Donc le mécanisme de migration a été fait par un mécanisme d'import d'anciennes configurations. Mais voilà. Après, on pourra discuter de façon plus avant sur la partie migration pour ceux qui le souhaitent. Bien, parfait. Il est midi 2, nous avons pris 2 minutes de plus et nous avons une dernière question, bravo, de la part de Guillaume. À l'heure où beaucoup de sociétés remplacent le VPN par le ZTNA, peut-on envisager d'utiliser Walix? Bonne question. Euh, Bonne question. Access Manager, donc je vais revenir sur l'écran qui est là. Access Manager est beaucoup utilisé pour des connexions externes pour remplacer du VPN SSL pour des prestataires. En fait, il n'y a aucune raison qu'un prestataire utilise VPN SSL pour se connecter chez vous. Il passe par Access Manager, il n'y aura pas besoin d'installer d'agent sur son poste, pas d'agent VPN donc, et ça fera grosso modo la même chose. Donc c'est d'une certaine façon une sorte de ZTNA orienté accès externe, orienté accès prestataire. Nous, ce qu'on voit fréquemment chez nos clients actuellement, c'est l'intégration de notre portail Access Manager avec d'autres solutions ZTNA tierces. Donc, on a des clients, par exemple, qui utilisent du Zscaler avec notre solution. Voilà. Donc, pour nous, on est plutôt complémentaire du ZTNA classique que compétiteur. En fait, on fait beaucoup de choses qu'un ZTNA ne fait pas, pour être très clair. Donc, toutes les parties traçabilité poussée, toute la partie injection des crédentiels, etc., des choses qu'un ZTNA ne fait pas. Eh bien, merci Marc. Côté Walix, je pense qu'on est pas mal. Je vais laisser sur la parole de nouveau à Régis pour peut-être la conclusion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On va, pour être le suivi de ce webinaire, vous recevrez dans les 24 heures un petit reminder avec l'enregistrement que vous avez pu voir aujourd'hui s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des interrogations. La présentation en version PDF également qui a été faite par Valentin. Et en parallèle, évidemment, toutes les équipes d'Euromédia, de Walix, de Chris qui nous ont accompagnés aujourd'hui. On serait enchantés. On adore les questions, n'hésitez pas. Vraiment, on vous répondra avec une grande attention. Et puis, voilà, à votre disposition. Et merci beaucoup, vraiment, à tous pour votre participation, votre présence. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.